pouvoir commencer cette table ronde. Je suis le professeur Alioum Amadou Garga, professeur de biostatistique à l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement ISPED de l'Université de Bordeaux. Et donc je souhaite la bienvenue à tous les participants à cette table ronde, qu'ils soient à distance ou dans cet amphi Pierre-Louis de l'ISPED. Avant de passer la parole au professeur Simone Mathullin-Pellissier, directrice de l'ISPED, qui va donc animer cette table ronde sur la gestion de la pandémie Covid en France et dans les pays d'Afrique de l'Ouest, je voudrais préciser que cette rencontre est organisée dans le cadre du projet REFSAO, Réseau d'excellence pour la formation des spécialistes en santé publique en Afrique de l'Ouest, qui est un réseau de 5 masters proposés par 5 universités dans 5 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et la France. L'objectif général du REFSAO est de définir un référentiel de compétences de base en santé publique adapté à la résolution des problèmes de santé publique en Afrique et de comparer les programmes actuels de nos masters au référentiel qu'on va définir pour mettre à niveau les curricula et dans une perspective d'amélioration continue. Donc, un atelier de formation de formateurs à l'approche compétences est organisé toute la semaine à l'ISPED et nous avons eu l'immense privilège d'accueillir nos collègues enseignants-chercheurs en santé publique du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal. Nous avons organisé cette table ronde ensemble dans le cadre du REFSAO et nous remercions donc les collègues qui sont présents ici et qui ont accepté de participer à cette table ronde. Et il y a d'autres collègues qui n'ont pas pu être présents et qui sont connectés à distance. Je vais présenter très rapidement les participants à cette table ronde. Donc pour l'ISPED, nous avons le professeur François Davis, qui est professeur de santé publique à l'ISPED, ex-directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et des hépatites. Simone Mathullin-Pellissier, directrice de l'ISPED. Roger Salamon, directeur honoraire de l'ISPED. Et pour les différents pays, pour le Burkina, nous avons la présence du professeur Clément Meda, qui est professeur de santé publique à l'université Naziboni, à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, et qui est spécialisé dans la gestion des systèmes de santé. Je voudrais excuser le professeur Nicolas Meda, qui est un alumni de l'ISPED, ancien étudiant de l'ISPED, ex-ministre de la Santé du Burkina Faso et actuellement conseiller spécial du président du Burkina Faso, chargé du développement du capital humain. Il nous a envoyé un mail tout à l'heure parce qu'il ne peut pas se connecter. Il avait prévu de se connecter pour cette table ronde parce qu'il a une réunion urgente avec le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Donc, il s'excuse auprès des participants et nous souhaite une belle table ronde. Pour le Mali, nous accueillons également le professeur Seydou Doumbia, qui est le doyen de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Le professeur Hamadoun Sango, qui est le directeur du département d'enseignement et de recherche en santé publique de l'université de Bamako. Pour le Sénégal, nous avons en ligne, en principe, le professeur Ibrahim Assek, qui est professeur de santé publique et chef de service du service de médecine préventive et de santé publique de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop
à Dakar. Et ici présente, nous avons l'honneur d'être avec Marem Sougou, qui est enseignant-chercheur en santé publique, pédiatre, socio-anthropologue. Et pour le Bénin, nous avons le professeur Colette Azandjeme, qui est professeur de santé publique et spécialisé dans la nutrition. Et nous avons le docteur Syriac Bekpe, qui est enseignant-chercheur en santé publique et spécialisé en hygiène hospitalière. Donc je vais passer la parole au professeur Simone Mathullin-Pellissier, directrice de l'ISPED, qui va animer cette table ronde. Non, donc on va pouvoir commencer la table ronde. Donc merci à vous toutes et tous d'être là. François a posé quelques questions. On peut peut-être avoir votre sentiment les uns et les autres. Moi, je vous avais proposé de discuter autour d'éléments qui étaient la gestion de la crise dans vos pays, les aspects aussi d'enseignement, hein, comme l'a évoqué déjà, de prise en charge des étudiants. Que s'est-il passé dans vos pays pour qu'on ait aussi un retour, la formation à distance, l'éducation des plus jeunes, parce que c'est un élément important en France en termes de santé publique, les disciplines. Je suis très contente parce que vous représentez beaucoup de disciplines de la santé publique, hein, jusqu'à une pédiatre socio-anthropologue. Donc voilà, on est dans l'interdisciplinarité, même si on n'a pas encore le... Mais on a des gens qui sont sur l'environnement. Donc j'aimerais avoir votre sentiment sur quelques éléments et qu'on puisse avoir le temps de faire le tour de ces 4 pays africains et de la France. Je vous en prie, peut-être vous pouvez commencer. Voilà, oui, excusez-moi, il faut... Alors, je vous représente peut-être, vous pouvez vous représenter vous-même en même temps comme ça, parce que Alioum vous a présenté, mais on ne vous voyait pas. Alors, Bonjour, voilà. Je suis Dr Ndeye Marem Sougou, je suis médecin. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis spécialiste en santé publique et socio-anthropologue. Voilà, c'est un plaisir que de me retrouver parmi vous, surtout sur une question aussi importante, autour d'une question aussi importante que la pandémie à Covid-19. Mon sentiment par rapport à cette présentation est qu'elle nous interpelle tous en tant que pays. La première assertion, c'est qu'aucun pays démocratique n'a fait mieux que l'autre. Et c'est un sentiment que je partage totalement. Nous avons au niveau de nos pays eu à rencontrer des défis, certains face à cette pandémie, des défis relatifs à l'organisation de nos systèmes de santé. Cette pandémie, en réalité, elle a permis de mettre à nu nos insuffisances, mais également elle a permis de montrer la résilience que nos pays ont dû montrer face à cette pandémie. Là, c'est mon premier sentiment par rapport à cette présentation. Et nous voyons également que nous partageons certains défis, tels que la gouvernance mondiale, et que l'Afrique, en réalité, doit être prise en compte à sa juste valeur, pour ne pas être finalement après le petit parent pauvre qui aura du mal à s'en sortir face à des défis que nous partagerons tous, parce que nous sommes dans le One Health, et nous espérons que dans un monde utopique, que ce serait la dernière épidémie, mais n'oublions pas que ce sera toujours de l'utopie. Il y aura d'autres défis que nous partagerons. Bon, je laisse la parole à mes maîtres qui sont là. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un... Je vous en prie, allez-y. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis docteur Syriac Debé, enseignant-chercheur à l'Institut régional de santé publique communal frère économe de Ouidah, également chef de la clinique universitaire d'hygiène hospitalière. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le premier intervenant sur ce qui s'est passé non seulement au niveau de la France, mais au niveau du monde.
Et j'ai le sentiment que, tel que la gestion a été faite, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous soyons africains, pays pauvres ou riches, tout le monde a géré cette pandémie de la même manière. Maintenant, quand je prends mon pays, le Bénin, vous devez savoir que mon pays, le Bénin, depuis le 16 mars 2020, a connu son premier cas de cette pandémie. Et le Bénin a connu 3 vagues. Le Bénin a connu 3 vagues. Dans le mois, entre le mois de mars et le mois d'août 2020, on a eu une première vague. Et la deuxième vague de janvier 2021 au mai 2021, on a connu la deuxième vague. La troisième vague en juillet et octobre 2021. Mais je puis vous dire que parmi toutes ces vagues, nous avons eu 24 897 cas de contamination avec 161 décès. C'est ce que nous avons connu dans notre pays. Et au niveau stratégique, quelles ont été les dispositions prises par notre ministère? Au début de la pandémie, je crois que nous avons créé un cordon sanitaire. Ce cordon sanitaire qui a empêché peut-être le déplacement de certaines personnes vers d'autres villes. Et pourquoi ce cordon sanitaire? Le cordon sanitaire n'a pas été créé dans toutes les villes du pays. Quand on a commencé par faire le dépistage systématique, on a vu les villes dont le taux de contamination était un peu élevé. Il y avait ce cordon sanitaire qu'on a créé. Deuxièmement, on a commencé par mettre en quarantaine tous les voyageurs. On les met en quarantaine et on a commencé par faire le dépistage systématique et on isole les cas et on va à la recherche des cas contacts. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, au niveau des hôpitaux, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vraiment, vous devez savoir que cette pandémie a mis un peu le système sanitaire à nu parce que nous ne sommes pas préparés d'avance. Et le fait que nous ayons cette pandémie, on s'est organisé dans les hôpitaux, on a créé des sites de tri. Et pour tout entrant au niveau de nos structures sanitaires, on fait le dépistage. Et une fois que le dépistage est fait, ceux qui sont positifs et qui ne présentent pas de signes, ils sont isolés et on leur fait un traitement. Et le traitement que nous avons adopté au Bénin, il y a la chloroquine que les gens prennent, il y a azithromycine et immucé. Mais tous ceux qui ont été sujets contact, on leur fait la chimioprophylaxie. Et cette chimioprophylaxie est basée sur la prise de chloroquine. Et le gros problème que nous avons eu au début de cette pandémie, c'est qu'il y a les tests de dépistage sérique. Il y a une mauvaise lecture parce que quand on fait les tests de dépistage sérique, tous ceux qui étaient positifs à l'IgG, au départ, le gouvernement disait de les isoler. Mais moi, en tant que chef service d'hygiène hospitalière, qui avait une connaissance dans la prévention et le contrôle des infections, et qui connaissait un peu la maladie, nous, on avait pris la décision de ne pas isoler ceux qui ont les immunoglobulines G. Mais si vous êtes positif à l'IgG, IgM, on peut vous isoler. Donc nous avions fait ce calcul-là dans le temps et on a pu quand même avoir un personnel assez important pour s'occuper de ce qui s'est passé. L'autre problème qui s'est posé, c'est le problème des intrants. Parce qu'au début de la pandémie, nous n'avons pas assez de masques. Or, la durée des masques chirurgicaux qu'on utilisait dans le temps, c'est 4 heures de temps. Et on portait le même masque toute la journée, le même masque jusqu'à toute la journée au niveau des structures sanitaires. Et il y a le problème des EPI, des équipements de protection individuelle, par rapport aux soignants qui devaient faire face à la prise en charge des cas positifs. Parce que la maladie n'était pas comprise au départ.
Et aussi, il y a le problème de la gestion des cadavres. Ça a créé des grands problèmes au niveau des structures. Parce que, comme on n'avait pas compris la maladie, quand les gens décédaient, il faut enterrer, que les parents soient d'accord ou pas, parce que c'est une décision du gouvernement. Alors qu'avec le temps, quand on a compris la maladie, on pouvait mettre les cadavres dans les sacs mortuaires, déposer un peu à la morgue quelque part et faire une réunion, s'entendre sur comment il faut organiser un enterrement digne et sécurisé. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole à ma collègue qui va continuer pour d'autres aspects. Je vous remercie. Merci à vous. On va laisser effectivement, je vais vous laisser vous présenter. Alors, on pourra avoir une discussion sur les traitements hein, et les informations et la désinformation aussi peut-être que et dans l'évolution dans le temps, hein, parce que effectivement cette maladie on l'a connue peu à peu, on en comprend des éléments peu à peu et on a bien vu que ce qu'on pensait acquis un temps a été perdu quelques temps après. Et sur les aspects de traitement, ça peut être important. Et l'aspect d'accès aussi à la vaccination dont tu as parlé, ou des peurs, hein, peut être intéressant. Je vous laisse la parole, je vous en prie. Merci de bien mettre le micro proche pour qu'on vous entende même à distance. Merci bien. Je suis Dr Colette Azandiamin, je suis médecin de profession, maître de conférence en santé publique. J'ai un petit fait pour la nutrition. Et en tant que tel, je suis chef de clinique pour la nutrition à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Alors, au Bénin, la gestion de la Covid a été assez difficile, comme partout. Comme partout ailleurs, cette pandémie a bouleversé tout le système de santé. Nous n'étions pas prêts. Aucun système de santé n'était prêt à affronter cette pandémie, ce qui a fait qu'au début, il y a eu beaucoup d'hésitations, des difficultés d'organisation, mais après, nous nous sommes très vite repris et nous sommes arrivés à prendre des décisions assez rigoureuses. Comme il a dit, pour nous, nous nous sommes basés beaucoup plus sur la chimioprophylaxie et traiter les cas au fur et à mesure. La base du traitement pour nous, c'était bien entendu la chloroquine avec de l'azithromycine et de l'immucine. Du point de vue de la gouvernance, c'était le ministère qui centrait tout, toute l'information, toute la gestion, ainsi que les organisations internationales. Un autre aspect de cette désorganisation du système de santé par la pandémie, c'est la concentration des ressources sur la gestion de la Covid et le fait qu'on a délaissé les autres affections dont la prise en charge était relativement moins une préoccupation pour tous. Ainsi, le paludisme, qui pose quand même beaucoup de problèmes, n'était plus vu vraiment comme une priorité. La pandémie de la Covid-19 était beaucoup plus la priorité. Mais vu le nombre de cas de paludisme que nous avions et qui n'étaient pas en réduction, il fallait quand même jouer sur tous les tableaux. Pareil pour les cas de VIH, on en a beaucoup moins. Donc c'est un gros défi, ça a été un gros défi pour tout le système de prendre en compte nos priorités habituelles et la pandémie. Il a fallu essayer de s'ajuster au niveau des ministères, se réorganiser pour à la fois tenir compte de ces défis-là et quand même gérer la pandémie. Au niveau de l'éducation supérieure ou de l'éducation en général, les écoles n'ont pas été fermées, mais il y a eu une réorientation de la façon d'enseigner. Si je prends l'exemple du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons eu recours à l'enseignement à distance, avec l'utilisation des logiciels et plateformes qui nous permettaient de faire cet enseignement à distance. Les enseignants ont été formés et ont reçu du soutien suffisant
pour pouvoir faire cet enseignement à distance. Les apprenants aussi ont été formés sur les différentes plateformes pour pouvoir y participer. Donc il y a eu une réorganisation importante de la façon d'enseigner pour être capable de continuer à faire les programmes malgré la pandémie. Concernant la vaccination, qui était donc devenue une obligation à un moment donné, elle a été systématique dans nos pays. Surtout pour le personnel de santé, nous avons eu 86% du personnel de santé qui a été vacciné. Mais quand on tient compte de la vaccination à l'échelle pays, des autres personnes qui ne sont pas le personnel de santé, les proportions sont un peu plus faibles, nous sommes autour de 15%. Beaucoup de stratégies sont mises en place pour pouvoir mobiliser la population en prenant en compte notamment les communautés, les responsables, les personnes ressources au niveau de la communauté, pour les mobiliser, les rois, les chefs, les griots, les crieurs publics, pour mobiliser la population, communiquer, leur expliquer et avoir leur adhésion afin qu'ils puissent faire la vaccination. Il y a eu effectivement une infodémie, comme on le dit, une information, des informations vraiment importantes, en nombre bien sûr, pour décourager la vaccination, pour semer le doute, mais le gouvernement et les acteurs de la santé publique s'emploient à expliquer à la population ce qu'il en est et ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà ce que nous avons pu faire au Bénin. Certainement avec d'autres questions, nous irons un peu plus loin. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous avez commencé à nous expliquer pour l'éducation au Bénin ce qui s'était passé. Et donc on voit qu'on est assez proche, le développement. Et j'ai pour avoir déjà discuté un peu avec certains d'entre vous, dans plusieurs pays, ça a été le cas. Et peut-être que vous allez continuer pour nous montrer votre vision. Je vous en prie. Allez-y. D'accord, merci. Je vous remercie. Mettez bien le micro. Merci pour qu'ils vous entendent. D'accord. Je suis le professeur Amandoun Sango, professeur de santé publique, enseignant-chercheur à la faculté de médecine à l'Université des sciences et technologies de Bamako. Je suis chef du département d'enseignement de recherche en santé publique. Et je suis également membre du comité scientifique dans le cadre de la lutte contre Covid. Et j'ai à côté de moi le président du comité scientifique, le doyen professeur Sidi Doumbia. C'est pourquoi volontairement je vais être un peu bref dans mes propos, pour concentrer sur quelques aspects. Savoir que le dépistage globalement au Mali, dans la réalité de l'épidémie, le dépistage est assez timide. Surtout concentré sur ceux qui cherchent à voyager. Je pense que sans nécessité, le dépistage reste faible dans l'ensemble. C'est pourquoi les cas que nous voyons à la télévision, hier il y avait 91 cas sur environ, je crois que autour de 1000 personnes dépistées. Deuxième aspect, c'est la communication pour le changement de comportement. En fait, ça a été très très difficile, malgré les conférences, les causeries, les témoignages des leaders, et des leaders religieux, des leaders coutumiers, les responsables associatifs, des responsables des marchés, des artistes et des communicateurs traditionnels. La sensibilisation, ils ont fait des efforts pour faire des émissions à la radio, des spots publicitaires, mais en général, quand vous allez au niveau des populations, ils restent sceptiques par rapport aux mesures barrières, aux mesures de prévention. Parce que les mesures barrières, le port du masque, les distanciations, et quand on voit comment dans nos pays sont organisées les manifestations sociales, notamment les mariages, les baptêmes et les décès, cela reste un vrai défi pour pouvoir limiter le nombre de personnes qui viennent participer par exemple aux enterrements et instaurer la distanciation sociale. Je pense que ça c'est un défi qui est resté et à présent on a le même. Par rapport à la vaccination, bien qu'il y ait dans le cadre de le Mali a bénéficié dans le cadre de l'initiative COVAX des vaccins, dont le premier c'est AstraZeneca. Et récemment, nous avons eu, je crois que Moderna et Pfizer.
Sinopharma, je ne sais pas si c'est... Il va me confirmer si c'est... Voilà, si c'est là. Mais il y a une grande réticence, parce que quand je compare au Bénin, le personnel sanitaire est réticent. Pour la plupart, je n'ai pas les chiffres par rapport à la proportion de personnes vaccinées. Et la combien 60%. Oui. Il y a encore des sceptiques qui servent de relais à appuyer tous les messages qui viennent des pays, d'autres pays par rapport à la résistance à la vaccination. Donc, il y a eu des difficultés de coordination, quelques difficultés de coordination, parce qu'entre le comité scientifique qui émet des avis scientifiques au ministère de la Santé qui doit prendre des actions, des décisions par rapport au comité de lutte, le comité de coordination de lutte au niveau du ministère de la Santé, il y a quelques dysfonctionnements qui demeurent. Donc je vais juste m'arrêter à ce niveau. Alors les autres pathologies, il y a eu une désertion au début des centres de santé, des hôpitaux, parce que les hôpitaux avaient la politique de donner la priorité au COVID, au cas de malades, de cas de COVID. Donc il n'était pas facile pour les autres d'avoir recours aux services de santé. Et surtout quand on se retrouve dans un pays d'endémie palus. Donc ce n'était pas évident que tout cas de fièvre qui vienne systématiquement soit considéré comme cas de potentiel d'infection à Covid. Voilà, je vais m'arrêter ici. Il y a eu, voilà, pour compléter par mon collègue, professeur Seydou Doumia. Oui, je vous remercie. Je demande vraiment à ce que vous mettiez le micro près, parce qu'apparemment, ils ne vous entendent pas bien à distance. Nous, on vous entend très bien. Okay. Donc, on vous remercie. J'ai noté, là, merci de faire chacun à votre tour. Si l'un de vous veut commenter aussi ce que vous avez dit un peu autour de l'engagement. L'engagement communautaire. Ouais. On va utiliser celui-là. Autour de l'engagement communautaire là, que vous avez évoqué. Voilà. Je vais vous passer le micro pour qu'on vous entende mieux, a priori, parce que c'est un peu compliqué. Merci. Ça. Voilà, exactement. Ok. Merci. Moi, c'est le professeur Seydou Doumia. Je suis le doyen de la faculté de médecine et de l'ontostomatologie et le directeur du centre de recherche clinique de l'université, qui avait en charge d'ailleurs de faire le premier diagnostic de Covid. Et les premiers cas ont été diagnostiqués dans notre laboratoire. Et nous avons quatre structures de recherche, quatre laboratoires. Merci. Donc, nous avons 4 laboratoires en termes de coordination qui assurent les diagnostics de Covid. Et vous pouvez vous assurer aussi des problèmes de rupture d'intrants que nous avons très souvent avec les diagnostics. Comme il vient de le dire, c'est ce qui explique aussi que nous ne testons pas très souvent. Et le deuxième problème que nous avons eu aussi, c'était aussi le problème de confinement. Quand on avait diagnostiqué où il fallait mettre les gens. Et les structures ont été débordées. Et puisque le comité scientifique, nous avons fait des recommandations que toute personne positive à son temps devrait être confinée dans des structures de confinement qui avaient des capacités très limitées et qui a causé des révoltes à la fin. Et le Mali était dans une situation très précaire, dans une situation socio-politique très précaire.
Sur le plan gouvernance, effectivement, le gouvernement quand même a pris beaucoup d'initiatives, les comités scientifiques, les conseils de défense, qui était l'instance suprême dirigée par le président de la République, qui, devant les flambées, convoquait le comité scientifique et le conseil pour prendre des décisions. Un bon exemple était si on devrait aller aux élections ou pas. Et les recommandations du comité étaient de ne pas aller aux élections, et finalement on était allé aux élections avec, bien sûr. Donc vous voyez déjà que l'incohérence dans les mesures, dans l'application des mesures, font que les gens ne croyaient plus au Covid en tant que tel. Je me rappelais quelqu'un qui disait vous fermez les écoles, vous fermez les marchés, vous dites les marchés sont ouverts et vous avez le couvre-feu, est-ce que le virus circule uniquement la nuit? Bon, vous voyez déjà et les mêmes problèmes qui s'est posé aussi avec la fermeture des écoles, et nous avons eu une résistance terrible quand on a fermé les écoles, et les étudiants étaient venus à nous, mais vous fermez nos écoles, mais les mosquées sont ouvertes. Voilà, donc on a été confronté à pas mal de ces problèmes d'incohérence dans l'application des mesures, et finalement nous avons connu quatre vagues, et chaque vague a été vraiment suivie. Nous sommes maintenant aux 4e vague d'ailleurs au Mali, avec une mortalité assez élevée, et donc finalement nous avons 4 structures de prise en charge, ce qui fait que parfois ces structures, les services de réanimation sont dépassés, et la politique qui était de prendre en charge les gens dans les structures a été dépassée, parce que certains dignitaires ne voudraient pas être dans les structures, donc rester à la maison. Donc finalement, nous avons passé à l'aspect communautaire de la prise en charge qui, plus ou moins, n'a pas été bien organisé. Et finalement, les vaccins est venu, et vous avez connu aussi, malheureusement, nous avons été très influencés par les nouvelles venant d'Europe concernant AstraZeneca. Le président, à son temps, a accueilli les vaccins à l'aéroport, et pendant 1 mois, les vaccins, on ne pouvait pas faire les vaccins. Il fallait trouver des astuces pour convaincre les gens d'abord à même lancer les vaccins en tant que tel. Et depuis lors, nous sommes dans cette situation. Comme il l'a dit, nous sommes à peu près à 3%, malgré que avec l'initiative COVAX, nous avons au moins 3 vaccins actuellement disponibles au Mali, que ce soit AstraZeneca, Johnson & Johnson et puis Sinovac, et bientôt d'autres vaccins vont venir. Donc voilà la situation globale. Nous serons là aussi pour prendre beaucoup d'autres questions. Merci. Merci, je vous laisse la parole pour nous présenter pour le Burkina Faso, je crois. Merci. Je crois que par rapport à la première intervention, je dirais que oui, on est tout à fait dans la logique avec le présentateur, la question de la gouvernance et la question vraiment de la crise sécuritaire pour le cas du Burkina comme le cas du Mali. Sinon, moi, c'est Ziemle Clément Meda, je suis médecin de formation, maître de conférence agrégé en santé publique, option gestion des systèmes de santé. Je suis de l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Université Nazi Bouni de Bobo-Dioulasso. Et je suis là au compte de l'équipe d'enseignants du professeur Meda Nicolas de l'Université Kizervo au Burkina Faso, Ouagadougou. Alors, pour ce qui concerne le Burkina Faso, disons que le premier cas de virus a été en mars, le 9 mars 2020, et que immédiatement ça a amené la mise en place de mesures coercitives, mais que le port, par exemple, la déclaration de l'alerte du moins sanitaire a été faite à partir du 30 mars 2020, suivie des obligations telles que le port des masques, et l'arrivée et début de la vaccination le 2 mai 2021. Disons que à la date de la semaine 36, la semaine épidémiologique, je m'entends dire, nous pouvons dire donc au 7 décembre 2021, il y avait 16 437 cas
de coronavirus 2019 au Burkina Faso. Et on remarque que pour les décès, c'est 1,8%. Les décès représentent 1,8% des cas de Covid qui ont été déclarés positifs. Et pour la vaccination, comme l'ont déjà présenté nos chers maîtres du Mali, nous sommes aussi à un taux très faible. Nous sommes à 2,3% de la population couverte au niveau du Burkina Faso. Mais disons que si on regarde la situation, nous pouvons noter que nous avons eu quand même quelques problèmes, surtout de démarrage, où il a été fait fi de l'histoire de la lutte contre les maladies au Burkina Faso en termes de préparation à une riposte éventuelle et surtout le non-recours aux personnes ressources qui avaient déjà certaines capacités à accompagner le système dans ce pays. Donc ce qui fait qu'on a assisté à la mise en place d'une coordination, j'allais dire parallèle au système habituel, qui a expliqué beaucoup de dérives qu'on a remarquées au niveau du pays, mais aussi noté une grosse insuffisance de communication tant institutionnel qui a justement montré qu'à un moment les agents de santé avaient déserté les formations sanitaires, qu'au sein aussi de la population, ce qui a expliqué un peu la désinformation ou l'intoxication sur le terrain. Par exemple, au début c'était perçu comme étant la maladie des personnes riches, c'est-à-dire les personnes qui prennent l'avion. Et donc ceux qui sont au village ne se sentent pas concernés, puis c'est ceux qui prennent l'avion qui étaient le plus concernés. Après on a eu la question aussi des élections au Burkina Faso en 2020, où les mesures avec les décrets annonçaient les fermetures, les isolements, les mesures coercitives, et au même moment on autorisait les élections avec des meetings de campagne électorale. Donc ça montre que vraiment il y avait ces problèmes. Aussi dans le cadre de la lutte, nous avons rencontré un problème, c'est l'option de lutte, puisqu'on peut décider de ne rien faire ou on peut avoir une attitude de santé publique ou carrément une attitude clinique. Finalement, on a eu plutôt une tendance à aller à une option clinique en nommant le coordinateur au poste de coordination un pneumologue, par exemple, mais on s'est rendu compte qu'on a oublié même qu'il existe la science de la gestion des épidémies qui aurait pu aider simplement à bien organiser le système. De même, en termes de stratégie, nous nous sommes rendus compte qu'en termes de stratégie, on a hésité entre les options d'atténuation du phénomène ou de suppression totalement du phénomène. Et finalement, les mesures ont été mélangées en termes d'intervention, activité sur le terrain, et n'ont pas été étagées de sorte à pouvoir être progressifs et couvrir le terrain. Et donc, ce qui fait que cette confusion a expliqué tant bien que mal certaines situations sur le terrain. Disons que pour ce qui concerne le Burkina, en 2019, en dehors de la crise sécuritaire, il y avait une crise socio-professionnelle au sein du ministère de la Santé en ce qui concerne certains avantages en lien avec les conditions de travail du personnel et qui a créé une crise socio-professionnelle pendant pratiquement 9 mois. Et j'allais dire que Covid a été une situation de rappel à l'ordre pour dire attention, il y a une autre urgence, il faut suspendre telle lutte. Mais ça avait déjà créé une crise de confiance entre le personnel et donc les responsables au niveau du ministère. Puis on a fait l'option d'aller à la vaccination, j'en parlais tout à l'heure, qui reste faible. Et au niveau de la recherche, ce qu'on a observé, c'est que la recherche a concerné plus les équipes isolées, qui étaient déjà, selon qu'on était déjà en avance, par exemple, l'Institut de recherche en sciences de la santé, ou le centre Muraz, etc. Mais ça a traîné à se mettre en place à cause des procédures pour les financements. Mais comme l'a évoqué le cas du Mali, nous n'avons pas eu la mise en place d'un conseil scientifique, mais ils ont plutôt prôné de renforcer le haut conseil de l'enseignement ou au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Mais malheureusement, ça s'est limité à de l'expertise, d'inventorier l'existant et proposer des recommandations au chef de l'État qui n'ont pas correspondu à la recherche réelle sur le terrain pour trouver les recommandations appropriées pour ce faire. Donc sinon, si on regarde très bien, le reste, c'est pratiquement le même faciès que les autres pays. Mais nous pouvons dire qu'il y a des leçons quand même que nous avons apprises, qui sont ressorties dans les propos de certains. Il faut qu'on s'inspire toujours de son histoire, de son historique pour bâtir le futur. Et ça, je crois que ça, c'est un élément qui est ressorti fortement. On a eu l'impression qu'on était mieux préparé à des ripostes, par exemple, contre Ebola, qu'on n'a pas eu que pendant la maladie coronavirus. L'autre aspect, c'est que ça a montré qu'il existe quand même la solidarité nationale et internationale et qu'il faut désormais chercher à conforter cela à travers une gouvernance plus avertie, et comme l'a déjà dit notre présentateur ici.
La coordination multisectorielle, ça l'a révélé. Au début, on a fait cette erreur dans cette coordination parallèle de mettre plus de 18 ministères au sein de la coordination. Vous imaginez, ça a rendu lourd le dispositif. Et on a tiré les leçons pour comprendre qu'il faut revoir cette coordination multisectorielle afin de prendre en compte certaines réalités juste dans le cadre de la santé. On l'a tiré comme leçon en termes de l'information sanitaire à tirer comme de l'enseignement. C'est l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec des bonnes plateformes électroniques que ça a permis de mettre en place et la digitalisation de beaucoup d'outils. En tout cas, c'était des bonnes leçons qu'on peut tirer avec l'enseignement à distance, etc. Mais nous avons noté aussi qu'il faut veiller à l'amélioration de la continuité des soins et des services, surtout en période de crise, la réactivité du système, parce que sur certains hôpitaux, formation sanitaire, on sentait qu'il y avait des crises avant le Covid, que c'est venu exacerber et qu'il fallait être capable de suivre ça et voir comment assurer désormais la continuité. Évidemment, c'est mieux communiquer pour réussir la riposte, renforcer les questions des ressources humaines et des laboratoires. Donc l'épidémiologie de terrain, fort heureusement, le Burkina abrite une spécialisation en santé publique sur la question. En tout cas, à montrer qu'il y a un intérêt à pouvoir continuer cette formation. Et surtout, comme nos chers maîtres du Mali l'ont dit, la question de la disponibilité des intrants à tout point de vue. Parce que c'est finalement sur ça que les agents se basaient pour dire on ne peut pas travailler parce qu'il y avait des ruptures, il y avait toujours des besoins en termes de protection pour se faire. Voilà ce que je peux dire rapidement pour ce qui concerne le Burkina Faso, mais dire qu'il y avait deux crises avant, en synthèse, la crise socio-professionnelle, la crise sécuritaire qui est venue être exacerbée le tout par la crise, la pandémie à coronavirus. Merci. Merci de cette synthèse, et puis vous avez effectivement synthétisé chacun avec vos particularités, mais aussi vos ressemblances, et les ressemblances qui sont aussi proches des nôtres. Les élections, nous avons connu un petit peu la même chose, et nous sommes en train de vivre peut-être la même chose en ce moment. Donc vous voyez et je crois que vous voulez réintervenir, c'est ça ? Alors il faut mettre le micro très près parce qu'on ne vous entend pas autrement. Il n'y a pas de problème, allez-y, je vous en prie. Oui, mais il est un petit peu court. Ou bien qu'elle vienne par là. Alors oui, venez par là si vous voulez. Juste, c'est pour partager l'expérience du Sénégal, pour dire que également le Sénégal a eu son premier cas le 2 mars. Voilà, venez, on s'excuse, mais apparemment pour les intervenants extérieurs, c'est mieux quand on vous entend là. Voilà. Juste pour dire que le Sénégal a eu son premier cas le 2 mars. En fait, le Sénégal disposait d'un système de surveillance qui était assez outillé et qui est disponible depuis 1980. Mais avec l'épidémie de Ebola, on avait eu à développer ce système de surveillance et de veille sanitaire. Et également, avec Ebola, en 2014, nous avons mis en place un centre d'opération d'urgence sanitaire qui était déjà prêt. Et donc, depuis le 26 février, on avait eu à tester 16 cas non confirmés. Et donc, le 2 mars, nous avons eu le premier cas au niveau du Sénégal. Le Sénégal a connu 3 vagues d'intensité plus ou moins élevée. La 3e vague, elle était la plus puissante et la plus meurtrière, on peut le dire. Et à ce jour, nous avons compté 74 000 cas avec 1886 décès. L'organisation de la réponse est faite en suivant le système pyramidal de santé, donc avec à la base le niveau communautaire et plus haut le ministère de la Santé avec un comité national de gestion des épidémies qui est multidisciplinaire avec beaucoup de ministères, notamment les ministères impliqués dans le One Health, mais également les scientifiques, c'est-à-dire les universitaires qui avaient leur place, ainsi que les associations et les ordres. Donc au niveau national, ce comité oriente un peu les décisions et le bras armé, c'était le COUS, c'est-à-dire le Centre d'opération des urgences sanitaires. Et le même dispositif était répété au niveau de toutes les régions médicales. Et donc, le leader de cet incident manager au niveau régional, c'était le gouverneur des régions, et avec une grande participation communautaire. Ce qui fait que on a eu beaucoup d'actions
venant des leaders communautaires, notamment des religieux, qui, par exemple, au niveau d'une région, qui est la région de Diourbel, qui est une des régions religieuses qui est la plus importante au Sénégal, le calife a eu à donner 200 millions de francs pour participer à la lutte. À titre d'exemple, et donc beaucoup d'autres personnes ont eu à participer, les entreprises privées, à donner de l'argent, mais également à se porter volontaire pour la vaccination. Bon, ça a fait un double pendant, parce que les premières doses, c'était des doses, moi j'y vais à la télé, je suis maire de mon quartier, je me fais vacciner, je vous prends en photo. Et donc les premières doses sont allées réellement sur les VIP, on peut le dire. Et ce qui était également à noter, c'est que ça a participé également à un rejet de la vaccination, parce qu'il y a eu des cas de décès suite à certaines doses qui n'étaient pas forcément liées à la vaccination, peut-être à d'autres causes de comorbidité, qui ont fait que certaines populations ont rejeté carrément le vaccin. Nous sommes actuellement à un taux de vaccination de 10%, hein, la moyenne nationale, avec des variabilités, hein, avec la région de Dakar qui est à 13% pour la première dose et à 3% pour la deuxième dose. Donc vous voyez que l'efficacité n'y est pas réellement. Nous avons les vaccins qui sont disponibles, tels que AstraZeneca, Johnson Johnson et Pfizer. Et pourtant, dans certaines régions, on est obligé quelquefois d'avoir des doses périmées et de les jeter, ce qui est vraiment dommage. Concernant également les avancées, on note qu'au Sénégal, quand même, on a eu, dès le début de la crise, un seul laboratoire qui faisait le test. Hein. Le test de dépistage, c'était celui de l'Institut Pasteur. Dès décembre 2020, nous avons eu au niveau de toutes les régions des laboratoires régionaux. Et ce qui est très intéressant, nous avons pu développer notre propre test rapide au niveau du Sénégal, le Diatropix, qui est aujourd'hui disponible. Et là, l'Institut Pasteur pour la vaccination, quand même, a gagné avec le financement du CEPI. Et nous sommes en train de mettre en place une unité de production du premier candidat vaccin africain, ce qui est également très important. Et pour dire que, et ça me permet également d'honorer mes maîtres maliens, parce que selon la déclaration du Kourougang Fouga, la charte du Mandé en 1222 au Mali, toute crise est une opportunité de progrès et d'humanité. Et nous avons vu que notre système de santé a progressé avec cette crise. Et on espère que ça ira vers l'avant. Merci. Un grand merci pour cet état des lieux que vous avez fait tous. Je pense que vos collègues maliens vont être très contents de la citation et qui donne un peu d'espoir. Roger Salamon, peut-être veut-il dire un mot et faire des parallèles, peut-être. Approchez-vous, je vous en prie. Finir le cercle. Oui. Je me cassais la gueule. Non, regardez. Attention, venez par là, voilà. Alors. Bon, je me suis régalé à écouter nos collègues africains. Et comme on va terminer, je voudrais fermer le cercle en reprenant les 10 propositions de François. Et pour dire, pour chacune de ces propositions, si j'ose, mon point de vue. Il a dit, pas de modèle de santé publique parfait. Il a raison. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a dit, l'épidémiologie de terrain, robuste, utile. Il a raison. Il aurait pu dire que l'épidémiologie de salon aussi, puisque pas uniquement de terrain, mais on le connaît. En tout cas, il a raison. Il a dit que les instituts étaient fragilisés. Il ne l'a pas dit assez. Par exemple, en France, il a cité, mais de manière trop faible, la bureaucratie et l'organisation complètement dingue de ce qui s'est passé autour de ça. C'est le témoin de cette fragilisation. Normalement, qu'est-ce que je fais? Je m'enlève le truc. Normalement, on a une DGS avec Jérôme Salomon, qui est un professeur de santé publique et d'infectiologie, qui est le niveau Fauci en petit. Il aurait dû s'occuper de ça. Et on a Geneviève Chêne, avec l'Institut de veille sanitaire, Santé publique France, qui aurait pu s'occuper de ça. Et puis il y a la HAS, qui aurait pu s'occuper de ça.
Et puis il y a le HCSP de Franck Chauvin, qui heureusement ne s'est pas occupé de ça, mais qui aurait pu s'en occuper. Et tout ça, on a décidé, alors que c'est des financements publics, c'est des gens compétents, des centaines d'épidémiologistes, on a dit, bon, finalement, on s'en fout, hein, on va demander à M. Delfrécy de prendre une bande de copains, tous très compétents, hein, pour qu'il nous donne son avis. Mais comme ça ne suffit pas, au niveau du vaccin, on a la HAS, mais bien sûr, il faut quand même un monsieur vaccin, qui est en plus un très grand scientifique, hein, mais enfin, qui a fait beaucoup de bêtises. Tout ça pour vous dire, en plus des HAS et tout, que c'est le témoignage de la bureaucratie française, de la dissémination des décisions. Comme l'a dit William Dab très tôt, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'est arrivé un pilote, et je ne fais pas de politique, que tardivement, quand Macron a dit, et on me l'a répété, parce que vous me cassez les pieds, voilà ma décision. Pas de confinement, alors que tous les médecins à Paris étaient en train de pleurer, et pas sanitaire. Le premier au monde, d'ailleurs. Et c'est quand Macron a pris les rênes qu'il y avait un pilote dans l'avion, parce qu'avant, c'était la vraie folie. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? La modélisation est essentielle. C'est pas vrai. Mais il est obligé de le dire parce que c'est pas un modélisateur, donc il ne veut pas se faire agresser par des modélisateurs. Moi, j'ai été longtemps modélisateur, maintenant je ne fais plus rien. Et je peux vous dire que, contrairement au sida, modéliser ce qui s'est passé avec la Covid sur plus d'une semaine, c'est dément. C'est ce que disent les modélisateurs. C'est dément. Ah non, mais au début, les modélisateurs, c'était... Maintenant, ils le disent. Ah ben maintenant, il serait temps qu'ils le disent, mais depuis le début, je me demandais s'ils étaient fous. Comment on peut modéliser un truc comme ça? Bon. Et comme il l'a dit très bien, en plus, les modélisateurs, ils parlent entre eux, ils considèrent qu'ils ont un truc magique, et comme le dit Franck Chauvin, peut-être qu'il te l'a dit, son rêve, dans son truc, c'est de faire une modélisation nationale, une météo, il m'avait dit. Voilà. Et il a raison. Donc la modélisation, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. Hein. La data science, je suis à fond d'accord avec toi. La démocratie sanitaire, tu en as parlé. Moi, je suis terriblement choqué par le fait que pour moi, elle est morte. Je ne veux pas vous embêter, parce que je l'aime beaucoup, vous aussi. Enfin, quand je vois ce qui s'est passé depuis Raoult jusqu'au débat sur la vaccination et la volonté de transparence, si ça débouche sur la démocratie sanitaire, il vaut mieux se calmer et faire de la dictature sanitaire. À l'ISPED. Non, mais enfin, la démocratie sanitaire a pris un gros coup. Parce que justement, en voulant parler à la télé et en faisant semblant d'expliquer tout à des gens qui ne peuvent pas le comprendre, hein, on leur a foutu dans la tête des trucs complètement fous, ils ont pris de la chloroquine d'un côté, ils ont fait je ne sais pas quoi de l'autre, et c'est l'opinion qui faisait la politique, ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas les ministres, enfin le gouvernement. Et ça, si c'est ça la démocratie sanitaire, je m'en passerai volontiers. Ensuite, il a dit One Health, parce qu'il parle très bien anglais, des One Health. Quelle déception pour moi, même si je savais ce qu'il allait dire, et c'est pas lui qui l'a inventé. Pour moi, One Health, c'est quoi? C'est G7 ou Afrique, même santé. Même combat. Même combat. Santé pour tous. C'est ça, One Health. C'est pas aller voir si les végétaux, les animaux et Simone Mattoulin, dans son environnement, ils ont les mêmes maladies. C'est des conneries, ça, François. C'est des mots à l'OMS. One Health, ça veut dire santé globale. Non, le One Health, c'est une personne malade, qu'elle soit noire, blanche, africaine, dans le G7 ou quoi, c'est une personne dont il faut s'occuper. Il faut s'en occuper de la même manière qu'elle habite ici, qu'elle habite en Bulgarie ou qu'elle habite chez vous. C'est ça, One Health, une santé pour tous, et qui ne soit pas conditionnée pour des raisons purement économiques ou purement égoïstes, même si ça peut servir. Pourquoi on s'occupe beaucoup aujourd'hui de parler des vaccins en Afrique? Il faut envoyer des vaccins en Afrique. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que le Covid en Afrique, ce n'est pas une maladie majeure par rapport au paludisme, c'est pas du tout une maladie majeure chez les gens jeunes qui vivent dehors ou quoi. Et pourquoi tout d'un coup, cette maladie qui n'est pas majeure, on veut leur envoyer des vaccins ou quoi? Parce qu'on a peur d'Omicron, parce qu'on a peur des variants, parce qu'on a peur pour nous, pas pour vous. On fait semblant d'être généreux, on va aider l'Afrique, on ne va rien aider du tout. On s'aide nous. Si on voulait aider l'Afrique, on chercherait à faire un vaccin contre le paludisme plus vite, parce qu'il aurait pu être fait. Hein. On chercherait à lutter contre les problèmes nutritionnels
contrasté qu'on a en Afrique avec des petits obèses qui sont en avétaminose. Donc ce One Health, c'est de la blague, hein, végétaux, environnement ou quoi. Et le vrai One Health, on est loin de l'avoir parce qu'on est égoïste et qu'on ne s'occupe de vous que lorsqu'on a peur que ça nous arrive, comme pour Ebola ou comme pour le sida. Je me lance. Hein. Oui, mais il va falloir... Il va falloir que je m'arrête. À la 8e ou à la... Oui, je ne sais pas ce que je dis. Bien commun mondial, ben, je viens d'en parler. Refonte du système de santé publique indispensable, il a raison. Rapport Chauvin, on l'attend. Et je ne sais pas quoi. Et bravo pour ton exposé, il était très bien. Voilà, j'ai fini. Merci. Oui, je t'en prie. Peut-être que tu veux dire... Mais peut-être tu veux répondre parce qu'il y avait des éléments importants. On mentionnait des points sur lesquels je voudrais rapidement revenir. Et alors, il y a un point sur lequel je dois expliciter ce qu'a dit Roger. Première chose qui a été dite, qui me semble très importante, c'est cette question de résilience des systèmes. Effectivement, ce qui s'est passé en France, c'est sûr, et dans une certaine mesure dans vos pays aussi, c'est que nos systèmes de soins ont été résilients. Alors, il y avait des limites, et les nôtres ont été un peu plus que les vôtres, mais là, c'est sûr qu'il y a eu de la résilience. Par contre, en termes de système de santé publique, on a été tout à fait dépassé, voire immédiatement court-circuité. Donc là, on n'est même plus dans la résilience ou dans l'adaptation aux situations de crise. On ne nous a pas demandé tellement notre point de vue, quoi. Et c'est ça le sujet, vous l'avez réexprimé de manière plus forte que moi, mais moi je suis d'accord qu'il faut qu'on ait une adaptation des systèmes de santé publique en situation de crise, c'est absolument sûr. Le principal risque de la non-résilience de nos systèmes de santé publique, c'est ce qu'on a commencé à documenter depuis maintenant un mois ou deux dans les grands rapports internationaux, c'est l'effondrement des programmes de lutte VIH, la grande difficulté des programmes de lutte tuberculose, et c'est la grande difficulté, vous l'avez mentionné aussi, des programmes de lutte contre le paludisme. C'est-à-dire qu'on a probablement perdu en moins de 2 ans les gains d'à peu près 10 ans. Hein, voilà. Et ça, c'est la non-résilience des systèmes de santé publique. Et ça m'effraie, ça me fait extrêmement peur, et vous l'avez très très bien rappelé. Après, sur les difficultés à faire changer les comportements que vous avez mentionné, la réticence au vaccin, moi je pense que c'est un problème qu'on qualifie avec un nouveau terme, enfin un terme qu'on a appris plutôt des Québécois, mais peu importe, qui s'appelle la littératie en santé. Il faut qu'on éduque nos populations de manière durable, et ça va prendre du temps, et les générations vont se suivre, et il va falloir continuer à le faire, sur les grands enjeux de santé. Et c'est que comme ça qu'on va certainement corriger la question de l'infodémie, dont vous avez parlé, et la question du complotisme et de toutes les bêtises qui vont avec. Vous m'avez mentionné, quelqu'un d'entre vous m'a dit, sur la gouvernance mondiale, il faut que ça inclue l'Afrique. Bien évidemment. Et j'ai envie de dire que finalement, l'African CDC, par exemple, est peut-être de toutes les structures dont j'ai parlé d'Institut de santé publique, celle qui s'est le mieux comportée et qui a le mieux fonctionné. Donc quelque part, on a à apprendre d'une organisation la plus neuve de toutes les institutions de santé publique, qui a mieux fonctionné que l'ECDC en Europe, qui a quelque part mieux fonctionné que ce que le CDC américain faisait. Évidemment, ils n'avaient pas la même pression politique sur eux, mais franchement, chapeau à l'African CDC. Après, on ne peut pas dire que l'Afrique soit exclue de la gouvernance mondiale. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé est un Africain. On peut par contre regretter, je crois qu'il faut qu'on se dise, voilà, on est à nouveau dans un monde académique, là on n'est pas dans une instance officielle, que dans la réélection attendue du directeur général de l'OMS, vous savez qu'il y a eu tout un processus un peu obscur au début, puis qui s'éclaircit après, et on sait quels sont les pays qui soutiennent tardivement. Hein, et donc maintenant on le sait, il n'y a qu'une trentaine de pays dans le monde qui soutiennent la candidature du Dr Tedros pour un 2e mandat. C'est quand même pas beaucoup, d'accord ? Et paradoxalement, dans ces 30 pays, il y a très peu de pays africains. Et il n'y a pas l'Éthiopie, ce qui est quand même... on voit qu'on marche sur la tête dans la gouvernance. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Et il n'y a pas d'autres candidats. Donc qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois ? On va réélire, contre l'avis de tout le monde finalement,
un Africain à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une organisation qui est extrêmement fragilisée et dont l'avenir n'est pas du tout certain. Voilà, je voudrais juste terminer sur le point qu'a évoqué Roger. C'est pas un point de sémantique, mais One Health. En fait, on parle, ce dont vous parlez, je m'excuse, hein, c'est pas One Health. Ce dont j'ai parlé, c'est One Health au sens où on l'entend tous, où ça s'écrit dans la littérature, c'est-à-dire c'est vraiment l'interaction entre santé humaine, santé animale, santé environnementale. Et là, je persiste à dire qu'on a besoin de chercheurs, on a besoin d'une organisation de type académique pour anticiper ce qui va se passer dans le futur, le surveiller, l'étudier, faire de la prospective. Et ça, on l'a pas. On l'a pas, même si cette année c'est assez intéressant. Macron et Merkel ont lancé l'initiative Présode à l'échelle internationale, qui se voudrait être un moyen de fédérer les ressources à l'international sur ce sujet. C'est ça One Health. Ce dont vous attendez. Voilà, non, mais ce dont vous avez parlé, c'est pas One Health, c'est autre chose, c'est la couverture en santé universelle. Et la couverture en santé universelle, c'est assez pathétique qu'on fasse la conférence ce soir, parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la... Vous savez, les journées mondiales, il y en a tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est justement la journée mondiale de la couverture de santé universelle. Et qu'est-ce qu'on lit quand on suit un peu, notamment sur Twitter, etc., c'est qu'en 20 ans, tous les systèmes de santé ont été altérés, et il y a encore plus de gens qui sont en situation qu'on appelle de pauvreté exceptionnelle vis-à-vis des questions de santé qu'il n'y en avait dans le passé. Et donc, on est absolument d'accord que c'est ça le vrai sujet. C'est donc un sujet de santé publique, c'est donc pas un sujet de soins, donc on est complètement d'accord avec nous. Mais c'est pas ça qu'on appelle One Health. Il faut pas l'appeler, il faut pas appeler One Health pour éviter de confusionner. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais par contre, je pense il y a quand même quelque chose à faire autour de One Health si on veut mieux prévoir ou mieux anticiper les différents passages qui vont se faire de l'environnement à l'animal et à l'homme. Voilà, c'est ça que je... Merci en tout cas pour tous ces commentaires. Merci François. Alors je vais regarder là, on va me faire signe s'il y a des questions. Autrement, tous vos commentaires, moi j'avais été... En ce moment, il y a quand même des choses qui sortent en français autour de l'Afrique et autour des questions post-Covid. Le 10 décembre, si vous ne l'avez pas vu, vous étiez peut-être pas encore tout à fait arrivé. Il y avait Le Monde qui faisait un point sur l'Afrique avec des très bonnes questions. Là, il y a eu la Tribune Afrique qui a fait aussi, je ne connaissais pas cette association, mais vous certainement, les scientifiques d'Afrique, la voix des scientifiques d'Afrique, qui a fait aussi un constat. Et puis, je voulais vous dire à tous, africains, non-africains, que aussi il y a tout un BMJ de novembre là, qui est sorti sur les aspects importants, la santé publique, et je reviens un peu à ce que tu as dit, François, renforcer les bases de la santé publique et tout ce que tu as dit là, et ce que vous avez dit tous, qu'est-ce qu'on a fait, tracer, trouver, détecter, soigner, orienter, tracer, suivre, qui est un peu de l'épidémiologie, mais aussi des aspects, qui est complètement de l'épidémiologie de terrain, mais aussi des aspects aussi d'engagement communautaire. Et beaucoup d'exemples donnés sur l'engagement communautaire sont des exemples africains ou moyen-orientaux. Il y en a très peu d'exemples qui sont des exemples européens. Juste, voilà, pour réponse. Et je ne sais pas si Alioum me dit s'il y a des questions ou si dans la salle. Oui. Ah, vas-y, je t'en prie. Donc, Mathieu Sibé, il faudrait que tu descendes, Mathieu, pour venir au micro. Non. Mais Mathieu, oui, je répète. Alors, Mathieu Sibé va nous poser une question, je la répète. Égypte. Beaucoup d'étudiants de l'Afrique francophone y présentaient justement leur analyse des systèmes de santé. Je confirme que, ce qu'a dit Roger Salamon, quand on voit un peu leur diagnostic, ce sont que des médecins de terrain. C'est vrai que quelque part, palu, VIH, etc., c'est beaucoup plus important, me semble-t-il, que le Covid dans ces pays-là. Je vais répéter. Voilà, merci. Je vais répéter. Non, mais attends, Mathieu. Je vais répéter pour les gens qui sont en webinaire, qui ne nous entendent pas, qui ne t'entendent pas. Donc Mathieu Sibé était avec l'université de Saint-Gor en enseignement à distance avec des étudiants dont certains sont francophones africains. Tous sont francophones africains.
Et donc, sur le système de gestion en santé, il faisait à peu près le même constat que vous avez fait sur l'importance des autres maladies et pas que du Covid pour ce continent. La deuxième question, alors ma question, elle est un peu naïve, mais il y a une organisation, peut-être ça a été posé, alors je suis arrivé en retard. Vas-y Mathieu. Mais il y a une organisation ouest-africaine de la santé, qui est multi-État, quoi. Je voulais savoir qu'il y a son centre ici un peu quelque part relevé des informations Covid. Alors, quel a été son rôle là? Quel est son rôle là? Est-ce qu'elle joue bien son rôle ou pas? Est-ce que c'est une voie d'avenir ou pas? Parce que si on compare nous avec aussi notre système de gouvernance européenne de la santé, en sachant que nous, au niveau de l'Union européenne, on peine à faire reconnaître que la santé soit une des prérogatives de l'Union européenne, qui est plutôt laissée à la souveraineté de chacun des États. Et du coup, je me demandais, voilà, parce que nous, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé aussi, quelquefois, ça a été un atout, mais quelquefois, on a cru voir aussi un certain handicap dans les mesures qui ont été très diverses et variées de réponse, quelquefois, à l'épidémie de Covid. Quelquefois, on se retrouve, puis on se resépare, puis on se retrouve, on se resépare. Alors, donc, comme vous avez déjà entendu la question, je vais la simplifier pour les auditeurs. Voilà, parce qu'autrement, c'est de la traduction. Voilà, exactement. En parallèle des questions qui sont posées pour l'Europe avec les unions européennes, et elles s'entendent pour certains points, pas pour d'autres, la question posée est: est-ce qu'il y a un organisme, lequel, et qu'est-ce qui s'est passé, et quel est le futur aussi pour l'Afrique et pour s'entendre dans une union africaine? Alors, voilà, vous pourrez vous approcher des micros au fur et à mesure pour donner vos avis. Oui, bon, l'OAS, au départ, a eu sa première réunion à Bamako, et effectivement, avant que les premiers cas ne soient déclarés, ils ont essayé d'organiser sur le côté laboratoire à Dakar avec l'Institut Pasteur pour former les laboratoires dans les techniques de diagnostic, et à mobiliser aussi quelques ressources pour les premiers tests pour assister. Maintenant, la gouvernance du Covid, comme vous voyez, je pense que quelqu'un l'a dit, dans chaque pays, les gens sont plus dirigés par les opinions plus que... donc, il n'y a pas eu une organisation régionale dans la riposte en tant que telle, mais ils ont eu à faire des assistances en termes aussi de communication, former, partager les informations, mais au tout début, le rapport a été important. Je crois que la question était aussi, en tant qu'acteur de santé publique, vous, quel est votre avis aussi? Il y avait l'état des lieux, et vous, quel est votre avis? Comme nous, on pourrait en avoir un sur l'Europe, si on nous le demandait. Oui, bon, je pense que les organisations internationales, pour être fortes, il faut toujours des leaderships sous-régionales, par exemple. Bon, s'il se trouve que chaque pays a ses propres problèmes en tant que tel, c'est un peu difficile à une organisation de ce genre de pouvoir d'avoir. Les pays n'arrivent pas à imposer ce qu'il faut dans leur pays pour différentes raisons, et a fortiori les organisations, leur rôle va se limiter aux recommandations comme les comités scientifiques le font. Il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est: est-ce qu'il y a une différence entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone autour du Covid? Nous travaillons avec l'Afrique anglophone. Il y a une différence quand même. Par exemple, chloroquine, qui a été dirigée par beaucoup plus les réactionnaires, a pris le devant dans les pays francophones plus que dans les pays anglophones, par exemple. Sinon je voulais, la suite du professeur Doumbia, compléter que pour l'organisation ouest-africaine qui est basée à Bobo-Dioulasso, ils ont beaucoup investi dans le domaine aussi de la recherche, allant dans le sens des tentatives de modélisation. J'ai eu la chance de suivre quelques aspects. Le fait de pouvoir suivre les tendances par semaine et périodiquement dans la région ouest-africaine,
et d'orienter les chefs d'État. Parce que je sais que même la question d'ouverture des frontières, par exemple, est une question qui est restée en suspens. Et c'est l'OAS qui devrait orienter, même s'il reste qu'il y a la souveraineté de chaque État. Mais c'est des questions qui ont été régulièrement débattues par l'OAS et pour conseiller les chefs d'État. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, j'ajouterais peut-être pour l'OMS, par exemple, qui est sous-régional. L'OMS a mobilisé, Afro a mobilisé, par exemple, les facs de médecine pour dire que, ok, écoutez, vous savez, les experts comme Davis ne peuvent plus arriver au Mali. Est-ce que les facs de médecine puissent s'organiser à la riposte et travailler avec les ministères de santé? Et encore, comme je l'ai dit, vous butez avec toujours ces problèmes de choses. Mais même récemment, l'OMS appuie, par exemple, les pays pour la révision de l'algorithme de prise en charge. Donc, c'est des aspects de ce genre comme OAS ou ces organisations que je vois puissent aider les pays à être un peu à jour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Mais je vous en prie, oui, allez-y. Alors, il faut que vous avanciez à la naissance de Mathieu, qui est cédé. Je vous avance un micro. Monsieur, je vous en prie, vous pouvez vous présenter vos questions. Je crois que moi, je vous connais, mais pas tout. Oui. Marius Kedoté, enseignant-chercheur à l'Institut régional de santé publique. Je voudrais vous remercier, c'est très intéressant, la présentation. Jusqu'à aujourd'hui, le schéma thérapeutique, c'est la chloroquine dans la plupart de nos pays. Mais nous sommes des scientifiques. Quelle est la place de la science dans la prise en charge ou dans la riposte dans nos pays? Il y a eu des comités scientifiques installés dans la plupart des pays, y compris le mien, mais quelqu'un a ébauché. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? S'il faut refaire, s'il y a quelque chose à refaire. Je voudrais également, je me questionne de plus en plus sur la pertinence de la vaccination. Je ne suis pas anti-vax, je fais partie des premiers à faire la vaccination chez moi. Lorsque l'immunité aujourd'hui, on l'estime à 6 à 9 mois, et que bientôt en 1 an, on n'aurait même pas couvert 10% de la population chez moi, je me demande si on se lance dans ce cycle, à quel moment allons-nous atteindre les 50 et autres %, en sachant que c'est l'informel qui domine chez nous, et même si on rend obligatoire la vaccination chez nous, les gens ne vont pas faire la vaccination puisqu'ils n'ont pas une activité formelle. Merci. Je sais pas, est-ce que quelqu'un pour la chloroquine, je pense que la France en a marre d'en entendre parler, je m'excuse, parce que voilà, on est effectivement, moi je suis d'accord avec vous, evidence-based médecine, voilà, mais par contre sur votre questionnement autour de la vaccination, la diffusion de la vaccination et du coup son efficacité. À cette question, il faut poser la question, quelle est l'alternative? Mais voilà, se demander, c'est que fait-on d'autre? Qu'est-ce qu'on, voilà, quels sont les... Ah, vous avez... Peut-être que, mais vous pouvez avancer et peut-être qu'on peut poser la question pour avoir le sentiment des uns et des autres, ou si quelqu'un a un sentiment similaire sur l'aspect de vaccination en Afrique. Allez-y. Alors, je me rappelle très bien au début de la pandémie, c'était en Hollande, si je ne me trompe, il y avait une initiative dans une région de laisser circuler le virus. Et malheureusement, à l'époque, la létalité a dépassé l'initiative. Mais je me demande, nous tous ici, nous convenons que la Covid à l'heure actuelle n'est pas un problème prioritaire. Je dis bien, n'est pas un problème prioritaire chez nous. Même si nous avons des doutes sur les données qui sont diffusées, puisque quand le Bénin dit tel ou le Sénégal dit tel cas, ISCA, on sait très bien que ce n'est pas
la réalité, mais nous savons tout au moins que nous n'avons pas dépassé on n'est pas arrivé à un niveau que vous avez connu dans vos pays ici, c'est-à-dire dans les pays européens, occidentaux ou autres. Et donc, aujourd'hui, on entend parler d'un variant, on n'a pas encore toutes les informations, mais si la dangerosité de ce nouveau variant est ce qu'on espère en Afrique du Sud, en tout cas les informations qui viennent, pourquoi ne pas laisser circuler le virus? Bien sûr. On va le laisser circuler, que tu le veuilles ou non, mais pourquoi ne pas vacciner aussi? Non, on disait que le vaccin, c'est une énorme menace, et que non, ceux qui non, se vaccinent... non, c'est pas ça. Je vais vous dire, la vaccination chez nous, le gros problème, c'est qu'on a eu la malchance que lorsque les premières livraisons de doses ont eu lieu, c'était AstraZeneca. Et dans le même temps, on a suspendu AstraZeneca dans le monde. Au Canada, aujourd'hui, on ne met plus. Et donc, c'est difficile de convaincre nos populations. Mais je pense que l'Australie se trouve dans la même difficulté que vous, puisque l'Australie a eu AstraZeneca, qu'il y a eu un arrêt, bon, sauf que l'Australie, elle a décidé de fermer l'île, ce qui est, voilà, alors qu'il y a des mouvements qui se font. Bon, votre questionnement s'entend, mais il faut effectivement proposer des alternatives réalistes. En tout cas, l'accès aujourd'hui fait que, voilà, la vaccination, et puis, moi j'entends aussi lié à la désinformation. Hein. Déjà, il a fallu effectivement qu'un président de la République nous dise un pass sanitaire pour que tout le monde soit vacciné. Voilà. Et avec toutes les questions qu'on a eues de désinformation quand même et de protestations qui sont dans tous les pays européens, parce qu'on dit toujours que c'est la France, mais c'est totalement faux, c'est dans tous les pays et même aux États-Unis. Donc, merci pour cette question qui peut continuer, parce qu'il faudra quand même se poser la question, parce que vous avez quand même, quand vous avez appelé cette question, hein, Roger Salamon, quand vous avez dit on vous vaccine, on vaccine l'Afrique ou les autres continents pour se protéger, nous, Européens, vous amenez à ce type de questionnement hein, aussi. Alors, pourquoi doit-on vacciner en Afrique si on n'a pas de vaccin, si c'est difficile pour vacciner, et si on a d'autres problèmes de santé? Vous l'avez quand même tous, voilà. En tout cas, c'est peut-être dans les organisations africaines que vous avez citées que ça doit être discuté, et pas peut-être par nous, mais c'est vrai que aussi des discussions transcontinent, Afrique-Europe, nous paraissent intéressantes, même si nos pays européens ont eu les mêmes discussions que vous sur on ferme, voilà. Hein, mais sur la vaccination, l'accès, l'argent a permis aussi d'avoir plus facilement des doses. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour conclure? Oui, je vais dire quelque chose sur la chloroquine. Je vous en prie. Merci pour l'interpellation pour la chloroquine. Hein. C'est vrai, je ne sais pas dans les autres pays, mais jusqu'à présent, ça continue. Les choix n'étaient pas réellement scientifiques en tant que tels. Et comme je l'ai dit, les politiques utilisent la science quand ça l'arrange et on n'en parle pas quand ça pose des problèmes. Chloroquine a eu la promotion avec les anti-systèmes qui pensent que voilà, quelqu'un qui est anti-système, que les gens sont contre, et puis paf, et en Afrique, c'était difficile au gouvernement, il n'y avait pas de traitement prouvé efficace. Donc chloroquine était moindre mal. Puisque non, elle n'était pas seule. Oui, avec azithromycine. Et qui est généralement utilisé aussi pour les affections pulmonaires en tant que telles. Donc, il y avait ces raisons qui ont fait que, alors, il n'y avait pas d'autre alternative, surtout que le traitement est gratuit. Chloroquine était moindre mal, et c'est pour cette raison que ça est là. Et on est en train de réviser. Mais la révision, les médicaments qu'on va adopter maintenant, il faut trouver aussi des moyens pour les acquérir, pour les donner à la population. Et puisque la plupart, 80% sont asymptomatiques, normalement, ils n'avaient même pas besoin de traitement en tant que tel. Mais vous n'allez pas dire quelqu'un, vous êtes positif et
vous n'avez pas besoin de traitement. Donc il y a autre chose aussi derrière qui est seulement la science, mais il y a le côté contexte social et autres. Maintenant, quant à la vaccination, je crois bien ce que vous avez dit, mais moi je dirais que si cette aide, nous n'avons pas les moyens de faire la vaccination. Comme moi, j'ai dit tout le temps qu'en fait aussi, l'aide au développement, c'est pour l'aide parfois à la dépendance. Mais cette aide, ça va être difficile pour les Africains d'acquérir la vaccination. Et quoi qu'on dise ou quoi qu'on les reconnaisse, il y a beaucoup de gens, même si on n'a pas atteint l'ampleur qu'il y a en Europe, mais nous voyons quand même la réalité, c'est qu'il y a des morts liés à ça. Maintenant, est-ce que la prémunition, du moins l'immunité naturelle, on va l'acquérir plus ou moins, oui, mais nous devrons continuer aussi à faire la recherche pour voir l'efficacité vaccinale dans un contexte africain. Et les scientifiques français, ils ne sont pas contre la chloroquine, ils sont contre... C'est pas pareil. On va peut-être laisser la parole, Roger, à la personne. Non, on est contre l'idée que ce type, qui est un grand bonhomme, moi je le connais bien, et qui a beaucoup de qualités, et qui a beaucoup travaillé en Afrique, a fait passer les messages aux jeunes, aux étudiants, que les essais thérapeutiques comparatifs, ça ne sert à rien, que les épidémiologistes sont des clowns, et c'est appuyé sur des données, des réseaux et des trucs pour faire passer un message scientifique. Et c'est ça qui nous gêne, c'est pas la chloroquine, on s'en fout. Hein. Alors elle n'est pas méchante. Peut-être que vous vouliez... Il y a des risques aussi. Oui. Alors, allez-y. Oui, s'il vous plaît, parce qu'autrement, on ne vous entend pas. Même si il commence à être 7h10, il va falloir que... voilà. Mais je vous en prie, allez-y. Parce que là, apparemment... Alors, je voulais dire que dans notre approche de la lutte contre les maladies, la formation que nous avons eue tantôt nous le rappelle bien, nous avons toujours eu cet aspect positiviste qui parle des microbes, de la maladie, de la vaccination et autres. Mais nous oublions souvent les autres sciences qui peuvent aider à lutter contre la maladie. Je vais aller directement sur ce que je connais, la nutrition, dont on n'a pas beaucoup tenu compte dans le cadre de cette pandémie. Alors que la nutrition, la bonne nutrition, l'utilisation des antioxydants aurait pu beaucoup aider. On parle du cas de l'Afrique parce que justement les Africains utilisent beaucoup les épices et autres qui ont des antioxydants assez puissants qui peuvent aider. Et dans la prise en charge même des cas, des personnes qui sont malades, la nutrition aurait pu les aider parce que nous sommes d'accord qu'en cas de maladies comme la COVID-19, il y a un hypercatabolisme assez important. La plupart du temps, on nourrit les patients, on leur donne de la nourriture, ils ne consomment pas. Or, du fait de la maladie pulmonaire, qui est assez difficile, ils n'arrivent pas à consommer la quantité qu'il faut. Ils ne prennent pas les éléments nutritifs qu'il faut. Ils rentrent en dénutrition, et la dénutrition va entretenir le cercle vicieux de l'infection et de la dénutrition. Donc, c'est un aspect dont il faut tenir compte, tant dans la prévention que dans le curatif. Bon, dans la prévention, ça c'est les mesures de promotion de la santé en général, mais dans le curatif, il est important d'en tenir compte. J'espère que vous avez fait l'expérience et peut-être qu'il faut insister là-dessus. Merci. En tout cas, je vais peut-être clore en vous disant que quand même l'objectif, c'est de disposer de données établies pour que ce soit la nutrition, que ce soit un médicament, que ce soit un vaccin, et des données de la science avec des données vérifiées, disponibles, diffusées. Tu n'as pas parlé de la science ouverte, c'est un élément aussi qui est important, qui a peut-être provoqué cette infodémie. Finalement, tout s'est ouvert. C'était quelque chose de positif et ça s'est transformé en quelque chose de moins bon, avec du bon aussi. Donc la science ouverte, oui, mais la science vérifiée. On a bien vu des exemples avec des grandes bases de données, des grands journaux. Donc voilà, ça c'est un message de santé publique et de science qui n'est pas que de la santé publique qu'on peut passer pour terminer. Je voudrais vous remercier tous parce qu'il est 7h10, on est très enflammés, on aimerait continuer. Mais voilà, il faut quand même vous arrêter. Vous avez un projet en cours. J'espère que tous ces éléments pourront rentrer en compte
dans les compétences des professionnels de santé publique pour les mettre dans les masters de santé publique de vos pays et de notre master, dans lequel Alioum est là. Je vais demander à Alioum de venir nous rejoindre pour clore et vous applaudir et vous remercier.